J'ai bien fait de venir ici pour acheter une banane. Non, je suis pas venu acheter des bananes, surtout vu le prix des fruits et légumes. Tiens, pour ceux qui se rappellent de Mario 2, enfin Mario 2 à la base c'était un jeu un peu arabisant qui a été remixé en Mario, je sais plus ce que c'était le nom original, dites-le-moi dans les commentaires. Aujourd'hui je suis à Miyamaeku, à Kawasaki. Donc Kawasaki qui est un endroit qui est connu pour ses petites frappes, on va dire. Hein, c'est un endroit qui à la base a une très forte culture yankee, culture rue, culture hip-hop aussi. Fait un petit peu amusant, il y a un pont et en fait il y a beaucoup de gens qui disent ouais c'est le Kawasaki Bridge, c'est comme un Queensbridge. D'ailleurs c'était assez marrant parce que il fut un temps où je rencontrais des rappeurs de Kawasaki, on me disait tout de suite ah ouais mais machin, à Queensbridge aussi, nous aussi on a un pont. Bref. Écoutez, aujourd'hui il fait pas noir et j'ai rendez-vous dans un petit moment pour tourner une vidéo avec un ami que vous connaissez d'ores et déjà. Vous verrez ça dans un autre épisode. Mais là, du coup, petit FAQ de derrière les fagots avec vous pour le plaisir. Je suis pas du tout familier avec les lieux donc je sais pas du tout où je vais aller. Il y a beaucoup de questions intéressantes, des questions par rapport au Japon évidemment. Par rapport au dessin et à la carrière de mangaka. Et du coup, on va répondre à tout ça dans la joie et la bonne humeur, tout en se baladant devant ce bâtiment où il y a un dentiste. Enfin, il y a une clinique dentaire en tout cas. Voilà, donc abonnez-vous, posez déjà une question dans les commentaires pour un prochain FAQ. Et likez la vidéo, partagez-la, montrez-la à vos grands-parents, à vos enfants, à vos animaux de compagnie, afin que les statistiques montent gentiment. Et profitez-en déjà pour me suivre sur les réseaux sociaux, @AirForce1, tout est dans la description. C'est parti mon kiki. Générique. Et de retour. Alors petite précision, je me trouve donc à Kawasaki qui est dans la préfecture de Kanagawa. Kanagawa où j'ai logé pendant un peu plus de 4 mois et j'ai pas supporté. J'ai pas supporté. Parce qu'en fait pour moi ça faisait trop loin de tout. Alors oui je sais c'est bizarre, vous me direz tu n'es qu'un sale citadin, tu es moche, tu pues. Bon calmez-vous hein, avec votre haine à mon égard. En fait c'est ça qui est bien, c'est que les grandes villes en fait, Tokyo etc. Franchement ça commence à devenir surcoté. Ça commence sérieusement à devenir surcoté dans le sens où y a tout le monde qui va. C'est quoi ces escaliers? Casse les burnes, j'ai pas envie d'aller affronter le grand peuple là. Ouais, je rebrousse chemin. Bon, voilà, donc je suis dans le Kanagawa et ça fait plaisir. Et on va commencer de rechef avec les premières questions. Alors, par contre, il commence à faire bien chaud, là. Première question de Audi. Salut Audi. Comment va ton ami Fiat? Audi Fiat, enfin voilà, riez. Mettez dans les commentaires si ça vous a fait rire. Tu aimerais qu'on te pose quel genre de questions? Sinon, pose-toi la question de ton choix, je te donne carte blanche. Ah ouais. Ceci est fortement deep et profond. Merci pour l'invitation, Audi, et je suis content que ça commence comme ça. En fait, la question, j'ai pas envie de me la poser. J'ai envie que vous, en tant que personne qui vous intéressez au Japon ou avez un intérêt pour ce pays de façon générale, j'aimerais que vous posiez des questions et que vous me posiez des questions qui sont plus en rapport à la société, à l'économie, aux problématiques que va rencontrer le pays et pas au sempiternel. Quand tu vas dans un convini, tu manges quoi, famille chiki ou machin chiki. Comme vous le savez certainement, je ne suis pas du tout à propos de ce genre de contenu, c'est pas du tout ce que j'ai envie de créer. J'ai vraiment envie de faire en sorte que les gens se posent des questions plus importante vis-à-vis du Japon parce que c'est un pays qui en surface est magnifique. C'est un endroit, j'imagine, si vous avez déjà eu la chance de venir ici visiter le pays, ça vous aura donné vraiment très envie de revenir. Par contre, pour ce qui est d'y vivre et de faire face, on va dire, aux problématiques et aux challenges de la société de façon générale, c'est une autre paire de manches. Et quand je parle de ce genre de choses, c'est pas genre oui les Japonais, ils ont le tatemae, ils ont le rené, tous ces machins qu'on entend à longueur de temps. Non, pas du tout. Ce qui m'intéresse plus, c'est la situation politique, le réel politique, comme on dit. Quid des différentes tensions, du jeu des influences, notamment politiques et économiques de pays comme les États-Unis. Bref, moi, c'est surtout ça qui m'intéresse et c'est ça qui va avoir un vrai impact sur la vie des gens ici, plutôt que de se poser la question où est-ce que je peux manger un ramen. Mais après, c'est très bien, hein, il en faut pour tous, je le redirai jamais assez. Donc, force à toutes les personnes qui créent ce genre de contenu. Mais j'aimerais vraiment aller au-delà de ça. Donc, c'est plutôt en ce sens-là que j'ai envie qu'on me pose ce genre de questions.
Et du coup, voilà, les questions que je me pose, c'est tout simplement des questions d'ordre sociétal, culturel, politique, etc. Merci Audi. Prochaine question. Ah, alors ça c'est une question que j'ai reçue sur YouTube. Ah bah super, j'ai pas le nom de la personne, donc tu m'excuseras. Bonjour, j'adore ce que vous faites sur TikTok et YouTube. Merci, et ça tombe bien parce que j'adore ce que j'y fais aussi. Je vous envoie ce message pour vous poser une question. Je compte voyager au Japon, mais je voudrais savoir si le fait d'être obèse est compliqué. C'est une bonne question ça. Je ne parle pas de la marche ou du regard des gens, ça je m'en fous. Je parle plus des places au restaurant, des choses comme ça. Je vous remercie et continuez vos vidéos car elles sont top. Bonne journée à vous. Merci pour ton message, cher spectateur de TikTok et de YouTube. Bah en fait, c'est une bonne question. Il y a certaines choses sur lesquelles, évidemment, le Japon n'est pas forcément très adapté, notamment pour les personnes qui sont assez grandes. Je pense que les personnes qui font un peu plus d'1m85, ça leur est déjà arrivé de se cogner. Ou encore, si par exemple tu es devant un évier et que tu fais la vaisselle, des fois tu te penches parce que c'est beaucoup plus bas. Mais moi je suis pas spécialement grand, je fais 1m75 et le fait de faire la vaisselle ça me brise le dos en fait. Parce que l'évier la plupart du temps il m'arrive au niveau de la taille, puis aussi quand tu es sur le plan de travail ou ce genre de choses. Donc il y a beaucoup de choses qui sont plus petites que chez nous et il en va de même également pour la taille des gens, mais la taille plus en largeur qu'en hauteur. Et il est vrai que j'ai également le sentiment que ici, si tu vas dans certaines chaînes, dans certains restos, les places, c'est souvent des banquettes ou des fois c'est des petits tabourets, des petits sièges individuels qui sont scotchés au sol. Si tu as un petit peu d'embonpoint, si t'es un peu fort, ça peut être difficile de t'installer. Notamment pour les izakaya, où tu sais, des fois il faut que tu aies les jambes sous la table, il faut que tu sois en tailleur ou ce genre de choses. Dans ce cas-là, c'est pas du tout adapté pour les personnes qui ont de l'embonpoint ou ce genre de choses. Après, c'est la même chose pour les transports en commun, notamment le bus. Le bus, les places, c'est vraiment... déjà pour moi, je suis pas un géant. Limite, quand je m'assieds, c'est un peu comme si j'avais les genoux qui m'arrivaient aux oreilles. Non, j'exagère, mais c'est pas le truc le plus confortable du monde. Après, si tu prends les transports en commun comme le train ou encore le Shinkansen, il y a de l'espace. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci a priori. Il faut quand même un petit peu regarder où est-ce que tu peux aller. Si tu as l'occasion de réserver dans un restaurant, voir s'il est possible de poser la question. Je pense que c'est un petit peu difficile parce que la plupart du temps, les staffs dans les restaurants ne parlent pas une autre langue que le japonais. Ça peut être un problème. Je vais être honnête avec toi, ça peut être un problème. C'est pas du tout quelque chose qui va t'empêcher de kiffer le fait d'être ici, de profiter et puis de trouver des endroits où tu peux te poser tranquillement. Des fois, il y a des endroits qui sont assez étroits. Voilà, en tout cas, merci pour ta question. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui ont plus d'expérience que moi à ce niveau-là, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Si vous avez des tuyaux pour les personnes qui ont un petit peu d'embonpoint, n'hésitez pas. Merci à vous. Bon, je suis dans un ferme-main parce que j'ai besoin de ces chiottes. Magnifique. Allez. Elle va venir avec moi faire caca. Non, je rigole évidemment. À Tokyo, c'est impossible d'avoir un combini avec des chiottes. En tout cas, dans le centre, ça disparaît de plus en plus. Il y en a beaucoup qui ont juste fermé l'accès aux toilettes à cause des touristes, tout simplement. Bon, je m'en suis sorti. C'est ça qui fait partie du côté pratique des convenience stores qui tend à disparaître dans les grandes villes. Allez, question suivante. Qu'est-ce que on a par la suite? Ah, question de Shinchilla. D'ailleurs, je vous invite vraiment à vous abonner à sa chaîne sur YouTube, Shinchilla. Il parle de Chine, il habite en Chine en fait, tout simplement. Son contenu est hyper intéressant, c'est good vibe, il y a des bonnes notes d'humour et il commence gentiment à faire des formats plus longs. Donc n'hésitez pas à aller lui donner de la force parce que ça je le dis et je le redis, je pense que la Chine c'est le nouveau Japon dans le sens où c'est là où de plus en plus de créateurs de contenu vont se rendre. Il faut pas hésiter à aller voir sa chaîne parce que je pense que c'est un petit peu, je sais pas si on peut dire que c'est un pionnier, mais en tout cas c'est quelqu'un qui fait ça bien et c'est la première personne qui fait du contenu sur la Chine que je vois sur les réseaux. D'ailleurs là, je vais me taper la petite montée pour rigoler là, voir. En plus ça tombe bien avec sa question. Attention aux fantômes dans les parcs en pleine nuit. Je me demandais, les Japonais utilisent hentai seulement pour désigner cet art. En chinois, biantai, pervers anormal, ça reste plutôt une insulte, haha. Je crois qu'ils ont un autre mot pour cette catégorie de dessin. C'est une bonne question et je pense être la bonne personne pour y répondre. Quand on parle de hentai, c'est en effet pour dire de quelqu'un qu'il est chelou, qu'il est bizarre. Ça veut pas forcément dire truc de cul, animé de fesses et ce genre de choses. Il peut très bien arriver que tu dises à quelqu'un ah espèce de hentai, c'est genre t'es chelou, t'es bizarre. Mais oui, c'est pas un compliment. Il y a un côté clairement malsain quand le terme est utilisé. Et je pense que c'est surtout en Occident que le terme est beaucoup plus utilisé. Au Japon, j'ai plutôt l'impression que on utilise les termes genre ecchi, ero, des trucs du genre, mais pas forcément hentai.
C'est un peu comme le mot bukkake qui est utilisé pour on sait quoi dans les contenus pour adultes. Bah ici, il y a par exemple des plats comme le bukkake udon. Je devrais pas parler de ça, je sais pas s'il y a des jeunes qui regardent et peut-être qu'ils connaissaient pas ce terme. Si un japonais qui va parler de mon style de dessin, il va plutôt utiliser les termes ero. Peut-être que des fois il va dire hentai, mais sans plus. Par contre, je vais arrêter d'utiliser ces termes parce que je suis dans un petit sanctuaire, c'est magnifique. Je ferai une petite prière après, en l'honneur du dieu renard. C'est vraiment entre des maisons et des immeubles, des habitations là. C'est vraiment hyper bien entretenu entre modernité et tradition. Voilà. Bah en fait ça tombe bien, je crois que je vais me poser un petit peu ici. J'avais l'habitude de faire des vidéos dans un sanctuaire là où j'habitais avant. C'était aussi dans le Kanagawa. Sympa la petite vue dans les marches là. Ok, merci Chinchilla pour ta question. Et je préfère me poser là parce qu'au moins je dérange personne. J'aime pas filmer les gens. Surtout depuis toutes les âneries que les TikTokers, les streamers ils font ici. Il y a quand même des gens qui sont un petit peu plus tendus que d'habitude. Alors, prochaine question. De ZF. Est-ce que tu as le regard ZF, mon ami? J'aimerais avoir le titre de ton hentai. T'inquiète, c'est pour un ami. Putain, c'est marrant que vous posez tous les questions en même temps. Mon livre s'appelle It's Called Hentai and It's Art. J'ai sorti 2 livres et ils sont disponibles en physique via ma boutique sur Blurb ou ils sont disponibles au format digital sur mon site. N'hésite pas, les liens sont dans la description de la vidéo. D'ailleurs, c'est un message que je passe à tout le monde, hein, pas seulement pour mes ouvrages pour adultes, mais si vous voulez en effet soutenir mes efforts artistiques et de façon générale, n'hésitez pas, hein, un petit t-shirt, une petite impression, un livre ou ce genre de choses. Bref, il y a de quoi faire afin de faire des beaux cadeaux pour vous-même ou pour des gens que vous aimez. Donc ça s'appelle It's Called Hentai and It's Art. Et je crois que je vais essayer de sortir un nouveau livre. Par contre, le truc qui est un petit peu difficile, c'est que ce genre de contenu pour adultes, évidemment, c'est très rapidement proscrit de beaucoup de plateformes. J'avais eu pas mal de problèmes à un moment. Attention, hein, c'est pas moi qui n'ai pas suivi les règles de ces plateformes, mais c'est juste qu'elles les changent après un certain temps. Il y a eu pas mal de plateformes qui m'ont tout simplement banni, parce que de façon rétroactive, elles ont juste signalé des dessins qui étaient sur la plateforme depuis genre 7 ans. Ils ont dit, ah bah voilà, vous suivez pas les règles. J'étais, ouais, mais bon, si vous changez les règles du jour au lendemain, et puis que vous commencez à striker des choses qui sont là depuis des années et des années, je peux rien y faire. Donnez en tout cas un petit peu de temps et un délai aux gens pour leur dire, ah, si jamais ce genre de contenu s'interdit, veuillez l'enlever jusqu'à cette date. Voilà, donc j'ai eu pas mal de soucis par rapport à ça et ça fait aussi partie des difficultés quand on est un artiste non seulement indépendant, mais en plus un artiste indépendant qui crée ce genre de contenu. Parce que pour avoir des circuits de distribution pour ce genre de création, c'est pas facile en fait. Soit t'es tout de suite mis de côté, soit t'es striké comme ça m'est arrivé, ce qui fait que je dois essayer de passer par des moyens 100% indépendants comme Patreon, Gumroad ou tout simplement vendre par moi-même sur PayPal mes livres. Bah regarde, hein, regarde et peut-être que ça te plaira. Puis allez, c'est pas pour toi hein, de toute façon. Tu vas bien trouver quelqu'un à qui tu pourras l'offrir. Merci à toi, mon ZF. Prochaine question de Fedace, ou Fedas, je sais pas comment dire. C'est compliqué de travailler au Japon. J'ai hésité à une certaine période à venir travailler, mais j'ai eu de la chance de connaître les problématiques avant de me lancer. C'est vrai. Ce qui est souvent vendu de façon générale, c'est le côté très carte postale, soft power du Japon. La réalité est moins tendre. J'ai d'ailleurs une question à te poser en connaissant toutes les problématiques liées à l'emploi. Les salaires, les prévoyances. C'est quoi qui te fait rester au Japon? C'est une très bonne question. C'est une question à laquelle je vais pas pouvoir répondre totalement ici. Alors attention, ce dont je vais vous parler maintenant, et également certainement dans une autre vidéo qui sera plus développée, il s'agit simplement de mon avis personnel basé sur mon expérience et des choses qui sont arrivées à des gens que je connais de près ou de loin. En aucun cas il s'agit de faire du Japan bashing, en aucun cas il s'agit de critiquer gratuitement les gens ici, pas du tout. Le Japon c'est un pays que j'adore, dont je suis tombé très amoureux en 2009, où j'ai décidé de faire en sorte de passer de plus en plus de temps possible. D'où les allées et venues. Attendez, il y a quelqu'un, je vais m'en aller. Bon, j'ai dû m'enfuir, mais je suis tombé sur un ami, un petit chat. D'ailleurs c'est marrant, mais il y a un message. Ah mais vous êtes toute une famille en fait. C'est toi que j'avais vu le chat noir avant. Oh, intéressant. Ouais, c'est trop mignon le petit message là. En fait, c'est des chats errants, de toute évidence, qui traînent autour du temple. Et ce qui est trop mimi, c'est que quelqu'un a écrit un message. Il y a un mot pour remercier les gens d'apporter à manger aux chats. Et par contre, ils disent, écoutez, le seul truc, c'est que ces chats, ils sont pas forcément super clean. Ce qui fait que quand ils mangent, peut-être qu'ils vont foutre un peu le sbeul dans le coin. Sur le message, il est demandé aux gens de bien vouloir mettre la nourriture pour ces chats dans un plat. Et puis, si possible, de
ramener avec eux ce qui n'a pas été mangé afin que ça ne laisse pas les ordures. Ça c'est preuve du fait que non seulement les gens, ils ont ce petit côté très solidaire avec des animaux errants, et en plus de cela, ils s'inquiètent, ils s'enquièrent du bien commun, que ce soit pas le bordel partout. Donc ils demandent très gentiment ce genre de collaboration de la part des gens, et je trouve ça vraiment super mimi. Le Japon restera toujours un pays unique tant qu'il y aura cette espèce de recherche d'harmonie, de vivre avec les autres sans les enquiquiner, sans poser problème à autrui. Ah mais c'est ça le pont là de Kawasaki? Je sais pas. Bref, je vais aller par là, juste un petit peu éviter les gens, je veux pas déranger. Pour reprendre la question qui avait été posée par Fedace. Alors, dans une autre vidéo, je parlerai des raisons qui ne me donnent pas envie de vivre au Japon, de souvent venir ici, de rester ici, etc. Là, je vais me focaliser plutôt sur pourquoi est-ce que j'aime tant ce pays et je m'y sens bien. Maintenant, ça fait plus d'un quart de ma vie que j'ai passé au Japon. Alors, tout simplement, moi, ça a été les gens. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais c'est juste qu'il y a quelque chose de super agréable. Tu te sens tellement tranquillou. Et en fait, il n'y a rien qui ne laisse place à l'imprévu. C'est-à-dire qu'il y a tout qui est prévisible, le sens de l'organisation qui est exacerbé ici, chose par rapport à laquelle je n'étais pas forcément habitué avant, mais rien que pour des réservations au restaurant, faut vraiment être à l'heure, faut vraiment donner le nombre de convives exact. Et pour certaines personnes ici, elles ont du mal à gérer ou ça peut les stresser si les gens ils ont du retard, ou si les gens ils arrivent avec un +1 ou un +2. Bref, c'est pas aussi flexible que chez nous. Chez nous, tu dis ouais venez les gars, on se fait un resto, tu réserves pour 4, t'arrives à 6 et tu bricoles. Tu dis ah machin, il y a moyen d'avoir une chaise, un petit tabouret, hop, on se décale dans le coin et tout. Là, c'est beaucoup plus difficile. D'ailleurs, petite anecdote, une fois quand j'étais allé manger avec les potos Asdek, Jules, Valentin, Rafali, on était dans un resto les 4 ensemble et il y avait 2 personnes qui devaient nous rejoindre. Eiki et son frère Sacha. Et moi, j'avais demandé au staff, voilà, écoutez, est-ce que c'est possible d'avoir une plus grande place parce qu'il y a des chances que 2 convives arrivent. Et en fait, le staff du resto était paniqué. Alors que chez nous, tu dis, bon, ouais, on se débrouille, on pousse un peu les fesses, on se serre sur la banquette, il n'y a pas de problème. Mais là, ça se voyait que ça pouvait, entre guillemets, poser problème, si je puis dire. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de place à l'imprévu. Après, évidemment, ce qui est difficile, c'est que ça crée un gros décalage entre toi et les autres étrangers. Pas forcément les résidents ici, parce qu'il y a des gens qui sont à l'heure, il y a des gens qui sont carrés, il y a des gens qui se sont vraiment habitués à la façon de vivre et qui ont appris ça. Par contre, c'est vrai que quand il y a des visiteurs ou quand, par exemple, il y a des gens qui sont pas habitués forcément à être avec des Japonais, qui n'ont pas d'amis japonais, ou de fréquentation japonaise et qui ont beau vivre ici depuis plusieurs années, tu vois immédiatement la différence. Et je vous avoue que j'ai eu plusieurs fois des chocs culturels à certains moments, notamment quand mon frère était venu me rendre visite avec sa femme lors de la période du Covid. Ça peut vous paraître hyper bête à dire, mais moi j'ai besoin d'être organisé de fou et j'étais pas forcément comme ça avant. Tout est planifié, même si j'ai pas des trucs en particulier à faire, c'est juste que j'ai besoin de savoir que tel jour, à telle heure, je dois faire ci, je dois faire ça, et que je suis organisé et que je suis efficace. Et je sais que pour certains Japonais, ça peut être très stressant quand ils dealent avec des étrangers, parce que il n'y a pas forcément cette forme de, comment dire, pas d'empathie, mais un petit peu de savoir-vivre d'une certaine manière, enfin, le savoir-vivre pour les gens d'ici, où tu ne fais pas vraiment attention à autrui. Et c'est pour cette raison que j'ai beaucoup de proches et d'amis japonais qui me disent que l'un des aspects principaux avec lesquels ils ont du mal avec les étrangers, c'est qu'ils les trouvent égoïstes. Il y a une dimension que beaucoup de mes congénères étrangers, ils n'arrivent pas à lire ce qui est en train de se passer. Ils n'arrivent pas à saisir des sous-entendus, ils n'arrivent pas à saisir des petites attentions, mais vu que rien n'est dit de façon frontale, ils vont se dire oh machin trop cool, je vis ma meilleure vie, alors que non, pas du tout. Et en fait, je vais même vous faire la confidence que là ces derniers temps je suis sorti avec des amis japonais, dont certains qui bossent beaucoup dans l'accueil, on va dire, ou parfois comme guide, ou parfois ils gèrent des habitations pour les étrangers, etc. Et des fois évidemment ils sortent avec des touristes, ils vont aller manger avec eux. Ils m'ont dit que ça les stressait de plus en plus et qu'ils avaient de moins en moins envie de sortir avec des étrangers pour aller manger ou boire un verre. Alors attention, il y a absolument rien de raciste ou xénophobe par rapport à ça, mais c'est juste qu'ils me disaient que pour eux c'était hyper fatigant la façon avec laquelle est-ce que leurs convives étrangers se comportaient, que ça dérangeait les autres Japonais autour ou que ça dérangeait le staff qui travaillait, et que toi, tu te retrouves entre deux feux, aussi bien, voilà, t'es japonais, tu dois assurer et faire en sorte que les choses, elles se passent bien avec tes autres collègues japonais, tes concitoyens japonais, comme tu dois dealer avec les gens de l'étranger, et des fois, ils me disaient qu'ils osaient pas leur faire des remarques, genre, il faut pas que vous vous mettiez là,
faut pas que vous portiez ça comme ça, mettez votre sac devant vous, parlez moins fort. C'est hyper bête, mais en fait, je comprends cette pression. Même moi, en tant qu'étranger, je l'avais eu. Il y a rien contre eux, c'est juste que les cultures sont différentes. Je suis resté un petit peu enfermé ici malgré moi parce qu'il y a eu le Covid et j'ai pas eu l'occasion de voir des gens de l'extérieur pendant plusieurs années d'affilée. Ce qui fait que ça m'a vraiment fait un choc culturel. Ce choc culturel, il a continué quand il a commencé à y avoir de plus en plus souvent de visiteurs venant de France, des États-Unis ou autres et qui sont pas forcément au fait des manières locales. Et encore une fois, c'est pas un reproche parce que les cultures sont différentes, les façons de faire sont différentes. On voit pas tous les mêmes choses, on voit pas les mêmes signes, on voit pas les mêmes codes. Je me suis bien éloigné du blabla là. Stylé les petits escaliers, ça par contre je vais pas les monter. Pas du tout, je vais pas les monter. Et j'ai bientôt rendez-vous avec l'ami Rash. Donc bref, je pense que justement c'est ce côté très, on peut dire préventif, c'est pas le bon terme, mais c'est ce côté très avenant où on pense beaucoup à autrui en fait en société au Japon. T'as vraiment pas envie de déranger, que ce soit avec la manière dont tu portes ton sac, où tu te places aussi. Ça c'est très important, faut pas bloquer le chemin aux gens. Il y a certains trucs qu'il ne faut pas utiliser. Alors après c'est pas des interdictions. Il n'y a pas un flic qui va sortir d'une boîte et puis te donner un coup de matraque, c'est pas ça. Il y a des espèces de règles et de codes tacites qui existent au sein de la société japonaise et qui font que, vu que tout le monde s'y tient, c'est pour ça qu'il y a ce sentiment d'harmonie et c'est pour ça que nous, étrangers, on kiffe parce qu'il n'y a pas ça chez nous. Tu te dis, mais c'est pas possible, comment ça se fait que ce soit si propre, si bien rangé? Là, par exemple, je vous donne un exemple. Vous voyez toutes les voitures? Eh ben, les voitures ici, quand les gens ils se parquent toujours le cul de la voiture la première. Pourquoi? Je sais pas. Mais c'est parce que c'est comme ça. C'est pas écrit dans le code de la route, c'est pas écrit dans le règlement de l'immeuble ou quoi que ce soit. C'est juste que les gens, ils ont une harmonie, il y a un tissu social qui est tellement homogène ici que c'est super confortable. Le fait de pas avoir de mauvaises surprises. Après, oui, le truc qui peut être un peu chiant et ennuyant, c'est que des fois, ça peut manquer un petit peu à la one again spirit. Mais globalement, surtout avec l'âge, surtout avec le temps, c'est reposant. Je pourrais en parler pendant encore très longtemps, mais ça c'est l'un des aspects qui fait que je me sens bien ici de façon générale. Mais attention, pour moi, les raisons principales pour lesquelles est-ce que je me sens bien au Japon, c'est des raisons qui ont trait à la surface de la société japonaise. C'est-à-dire qu'en surface, bah oui, regardez, c'est propre, les gens ne volent pas, il y a plein de vélos et ils n'ont pas forcément leur cadenas. Il y a des vélos, ils ont des cadenas, mais je pense que si je souffle dessus, le cadenas il se casse. Les gens ne volent pas, c'est vrai. Les locaux ici, oui, il y a quand même des vols, il y a quand même des gens bizarres et des gens qui font des bêtises, mais l'harmonie avant tout. Toutefois, évidemment, pour avoir cette espèce de société limite dystopique, d'une certaine façon, il y a un prix qui va avec. Et le prix, très souvent, ça peut être la névrose, la dépression, des gens qui pètent un câble, des gens qui osent plus de sortir de chez eux, des gens qui se referment sur eux-mêmes. Mais voilà, il faut rester digne en extérieur, mais c'est très difficile. Donc là, tout cet ordre que vous voyez de façon générale, il faut contrôler un chaos mental et personnel qui peut être très douloureux. Les personnes ici sont très fortes. Et d'ailleurs, je ferai un autre sujet en vidéo, mais plus développé évidemment, c'est que parmi toutes les demoiselles japonaises avec qui j'ai eu des relations, donc avec qui je suis sorti, avec qui j'ai habité, avec qui j'ai eu des aventures, enfin bref, c'est quand même un panel assez important, on va dire, sans vouloir faire le mot, pardon, c'est pas pour me faire passer pour un womanizer, mais c'est pour vous dire que parmi toutes ces personnes, il y en avait qu'une qui n'avait pas des problèmes mentaux. Tout le monde avait un souci de dépression, de névrose, etc. Bon, après, est-ce que c'est moi qui choisis de me mettre avec ce genre de personnes? Est-ce que c'est moi qui attire ce genre de personnes? Je ne sais pas. Même parmi des amies japonaises, je pense que c'est des personnes qui sont plutôt malheureuses en fait. En tout cas, en surface, ça a l'air d'aller, mais dans le fond, tu sais très bien que c'est des personnes qui sont malheureuses et il y a un espèce de mal-être qui va de pair, quoi. Ça aussi, je ferai une vidéo plus développée afin d'analyser le phénomène du travail ici. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ta question, Fedace. Alors, question de MW, qui est quelqu'un que je connais, donc je te fais un gros poutou, ça fait plaisir. Toi, Nalabac, tu dessines, tu as été prof. As-tu déjà testé ou pensé à donner des cours de dessin comme revenu complémentaire, peu importe la forme, en ligne, sur un concept de site web ou en présence physique? Alors, très bonne question, et c'est une assez bonne coïncidence parce que ça fait maintenant depuis plusieurs semaines que je donne des cours de dessin à une petite fille dans le Colorado. Voilà, donc je lui donne les cours en ligne via Zoom, etc. Et ça se passe super bien, elle est adorable, on se marre bien. Je lui donne des petits cours de dessin évidemment, je lui apprends rien de compliqué. Je lui apprends juste à faire des
petits animaux, des petits trucs comme ça, mais c'est Mimi. Et franchement, je me marre bien. Et ça a l'air de lui plaire. Et vraiment, elle est adorable. Et franchement, elle a du talent. Elle a du talent à beaucoup de niveaux. Pourquoi pas plus développer le truc? Alors, je t'avoue que si j'enseigne du dessin, moi, je préférerais 1000 fois enseigner à des gamins. C'est trop bien de donner des cours à des gamins. Déjà, pour l'anglais, moi, c'était un kiff total. J'ai vraiment adoré de bout en bout bosser avec des mômes, faire des blagues, et puis ils sont bon public, tu vois. Ils sont pas dans les soucis, ils ont pas du stress. Ici, les étudiants, t'as pas envie d'être étudiant ici, hein, très honnêtement. Vous voyez, mais des gamines et des gamins de 12 ans à rester à l'école jusqu'à 22 heures, et après, genre, ouais, test de vocabulaire pendant 15 minutes. Bah, je sais pas, à leur âge, moi, à 9h30, un suppo et au lit, quoi. C'était fini, ma journée. Bah non, eux, il faut encore qu'ils rentrent, qu'ils fassent leurs devoirs, donc c'est chaud, c'est chaud. Mais oui, en présentiel, je sais pas forcément. J'avais donné une fois un cours, c'était dans c'était genre dans une maison de quartier en fait. J'avais donné des cours à des gamins, j'étais resté pendant l'après-midi avec les mômes, je suis resté, je sais pas, peut-être 4-5 heures, un truc du genre. Bah bon, tu donnes pas vraiment des cours, tu vois, la plupart du temps, il y en a genre, ah machin, ouais, je fais un trait, je me casse, je vais jouer, mais ils sont pas très assidus, mais c'est marrant. Mais je t'avoue que, en tout cas en ligne, je pense que ça peut être pas mal. Tu vois, je pense que ça peut être pas mal, surtout que bah, dans mes activités, c'est surtout des choses que je fais moi de mon côté pour le moment. Je vais pas en parler dans les détails ici, mais là ces derniers temps, je travaille beaucoup moins parce que j'ai des choses dont je dois m'occuper. À titre personnel, hein, c'est la vie qui fait que. Et donc j'ai envie d'être disponible afin de donner un coup de main, afin d'être là tout simplement. Je prends un peu de distance avec le travail, donc forcément, hein, au niveau des revenus, ça a un certain impact. Ça va aller. Je fais un choix tourné vers autrui. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que vous n'imaginez pas à quel point est-ce que votre soutien pour les vidéos YouTube, pour les super thanks, pour les tipeurs, pour Patreon, pour les gens qui font un petit geste et tout, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. J'aime pas parler de choses trop intimes ou compliquées parce que j'ai pas envie de partager des bad vibes, des trucs négatifs. Mais voilà, c'est juste que là, c'est extrêmement positif grâce à vous. Et on va se maintenir et on garde espoir en espérant que le monde aille mieux et que tout le monde aille mieux de façon générale. Merci pour ta question, mon bon MW. Prochaine question, et je pense que ce sera la dernière de la vidéo de Sleepy PV. Je viens de tomber sur cette chaîne et franchement, vidéo super intéressante. Merci. Je crois que c'était par rapport à l'un des FAQ que j'avais fait. Peu de gens parlent de tout ce qui touche au hentai. Limite, c'est considéré comme sombre. Donc voir quelqu'un qui en parle dans le respect et de façon instructive, ça permet d'en savoir un peu plus. Merci à toi. Merci beaucoup. C'était donc les FAQ où je disais comment est-ce que j'étais devenu illustrateur hentai. Par contre, je me demande comment les gens apprennent à dessiner comme ça. Alors, déjà, un grand merci à toi. Un grand merci à toi. Et d'ailleurs, j'en profite pour en parler aussi. Je vais faire à l'occasion une vidéo pour expliquer ce que c'est le hentai, à mon avis, d'où viennent certaines choses, certaines tendances, etc. Bref, comme vous l'avez deviné, avoir une assise plus analytique concernant ce qui m'entoure, concernant ce que je fais. J'ai pas envie d'être un forever touriste, j'ai juste envie de comprendre ce qui fait cette société, ce qui fait qu'on a certains styles de manga, pourquoi certaines personnes font certaines choses. Et voilà, donc ça vous pouvez déjà le mettre dans un coin de votre tête, ça arrivera un moment ou un autre. Et pour répondre à ta question, moi je pense que les gens qui apprennent à dessiner comme ça, c'est tout simplement qu'ils aiment ça. De façon générale, je suis quelqu'un qui est je suis un esthète, hein. J'aime les belles choses, j'aime les belles personnes, j'aime les belles femmes, j'aime les formes. Bref, je suis un amoureux de la femme sous toutes ses coutures, donc évidemment toujours dans la bienveillance et dans le respect. Mais je pense aussi que tout simplement, l'amour, le sexe, la passion et les sentiments, ça fait partie de la vie de chacun. Et heureusement que ça fait partie de la vie de chacun, parce que sinon, je ne serais pas là en train de parler devant cette caméra, et vous ne seriez pas devant votre téléphone ou votre ordinateur à m'écouter parler. Donc voilà, Dieu merci que cela fasse partie des choses qui passionnent les gens, tout en restant dans la bienveillance et dans le respect. Je ne le répéterai jamais assez. Alors pour ma part, ce qui m'a vraiment intéressé dans ce style de dessin, c'est que déjà moi je consommais, hein. Je vais pas vous inventer des histoires, hein. J'ai toujours bien aimé les dessins de femmes toutes nues, hein, qu'on se le dise. Et ça a commencé assez tôt. J'ai découvert en 1993, 92,
via les magazines de jeux vidéo. Parce qu'à l'époque, ils mettaient souvent à la fin des pages manga avec des trucs coquinous. Ça, c'était dans des magazines comme Player One, Console Plus, Super Power. Je sais très bien qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui ont été comme moi, et qui allaient acheter ces magazines, ou qui allaient demander à leurs parents de leur acheter ces magazines, notamment pour ces trucs de fesses à l'intérieur. Ne mentons pas. Mais voilà, pour nous, c'était un peu le petit accès à l'éveil des sens, on va dire. Ça m'a pas transformé en quelqu'un de bizarre qui manque de respect aux femmes ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'ai commencé en tant que consommateur. Puis par la suite, notamment au lycée, j'avais un pote à l'époque qui m'avait présenté un site sur lequel il y avait une chier de doujin. Donc tout ce qui était parodie, trucs de fesses et tout. Dont le très célèbre Evan Gelimoun, qui est une parodie faite par Mogudan, le grand Mogudan. Enfin, si vous n'êtes pas majeur, n'allez absolument pas chercher ces choses, hein. Je vous interdis tout de suite. Et bon, bah voilà, lui faisait surtout des parodies d'Evangelion. Et puis, au fur et à mesure où tu découvres d'autres choses, par simple curiosité artistique évidemment, tu te rends compte qu'il y en a, ils sont vraiment chauds en dessin. Mais quand je vous dis chauds, c'est qu'ils sont hyper forts. Mon avis perso, c'est qu'au départ, quand je voulais surtout faire du manga, de la BD, enfin raconter des histoires, je me disais, la chose la plus difficile, c'est de créer des émotions chez les gens. Dont évidemment des émotions comme la tristesse, le désespoir. Vraiment, je me disais, ça doit être la chose la plus difficile à créer et à faire ressentir aux gens. Après, je me suis dit qu'en fait, non, en fait, c'était l'humour. C'est pas pour rien qu'on appelle ça la maladie du 21e siècle, mais il y a beaucoup plus de gens dépressifs et qui se sentent mal à l'heure actuelle. Ce qui fait que si tu arrives à les divertir en les faisant marrer, c'est le truc que je trouvais le plus difficile à un moment donné. Et c'est pour cette raison que j'ai énormément de respect pour une mangaka comme Rumiko Takahashi, qui est donc la personne derrière Ranma 1/2. Parce que Ranma 1/2, c'est des barres. Vraiment, c'est trop drôle, c'est vraiment de l'humour absurde, comique de situation, enfin, je trouve vraiment délicieux. Au final, quand j'ai commencé à voir ces dessinateurs de trucs hentai qui arrivaient à créer des personnages sulfureux, des personnages qui créent le désir chez leur lectorat, c'est là où je me suis dit, putain là c'est vraiment chaud. Parce que c'est pas genre, salut, je m'appelle Toine, j'écarte mes fesses, et puis il y a des gens, ils disent, oh un anus, et ils sont contents. Qu'est-ce que je suis en train de dire comme ânerie là? Non, là ça part d'un dessin. Ça part d'un dessin, c'est une personne, elle met en scène la situation, l'histoire, les positions, la relation entre les protagonistes, etc. Et ça, au niveau du design d'un personnage, au niveau du caractère d'un personnage, t'arrives à faire ressentir quelque chose d'aussi fort, tabou, et aussi beau à la fois, que le désir sexuel, voire même le désir amoureux. Et une fois, je me rappelle, j'avais reçu un message d'un fan, et il me disait quand je vois les dessins de tes personnages féminins, bah, ça me fait fantasmer, et j'imagine une d'entre elles être ma petite amie. Et ça, en fait, je trouve ça assez fort, dans le sens où, en fait, c'est pas que du désir animal, juste sexuel. Non, il y a quelque chose, peut-être de l'affection. Et je m'étais dit, waouh, c'est quand même super flatteur et ça me fait super plaisir que des gens, ils aient pu ressentir ça en voyant certains de mes dessins. Donc vraiment honoré de Balzac. Voilà, donc après, vu que je m'étais dit que c'était des gens qui étaient incroyablement chauds en dessin, et j'ai aussi pris ça comme un défi personnel à un moment, ce qui fait que j'ai vraiment bossé les trucs, dessiné de plus en plus dans le style. Et ça a fait que, voilà. Mais je pense que oui, hein, évidemment, faut aimer les corps tout nus et puis les gens qui font des folies de leur corps, quoi. Merci à toi pour ta question. Et j'en profite pour remercier tout le monde pour vos questions. Ah ouais, mais alors là, le pigeon, au calme, en train de faire caca, quoi. J'ai pas envie qu'il me chie dessus, donc je vais m'en aller. Merci à vous pour vos questions. Si vous avez regardé le FAQ jusqu'au bout, écrivez dans les commentaires Kawasaki et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo, que ce soit FAQ ou autre. Donc posez-moi vos questions pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, de me suivre sur les réseaux sociaux aussi, @AirForce1, très important. J'aimerais passer la barre des 10 000 abonnés sur Instagram, s'il vous plaît. Je suis Shadowban depuis un moment, ça me gave et j'ai pas envie d'abandonner pour autant. Je vais continuer à me battre contre l'algorithme. Et ça, seule la gueuserie pourra y parvenir. Voilà, je vous fais des gros poutous. Je suis très content des retours sur les vidéos ces derniers temps. Vraiment, je trouve que les scores sont très sympas. Donc prenez bien soin de vous. Et un grand poutou, une fois de plus, à mes tipeurs Xissa, Twinsumnien et Micmac2. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles réjouissances.